Ici à Château Smith au Lafitte, pour la 18e Université Homme Entreprise, je suis en compagnie de Joël de Ronet. Joël de Ronet, merci de jouer au petit jeu des questions-réponses pour cette Web TV. Alors Joël, vous êtes la personnalité numérique 2012. Qu'est-ce que ça vous fait d'être personnalité numérique en 2012? Bon, d'abord, je suis très flatté. C'est vrai que je m'occupe du numérique depuis l'origine, pratiquement avec les tout débuts d'Internet quand j'étais au MIT. Mais c'est quand même un honneur. Et ça montre que finalement je me suis engagé pas mal dans toute une série de choses, notamment des startups, notamment des journaux citoyens, notamment des livres numériques parmi les tout premiers, et puis que j'ai raconté des choses qui se sont réalisées. Donc ça confirme un peu ma vision prospective. Donc j'en suis très heureux, très satisfait pour les autres, pas seulement pour moi, parce que ça leur permettra de faire référence à des choses que j'ai écrites déjà depuis pas mal de temps. Ouais. Et ça souligne également la volonté que vous avez toujours de mettre de l'optimisme et du positif dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Alors je vais juste faire une petite nuance, optimisme non, mais plutôt pragmatique et constructif, ce qui n'est pas pareil. Optimiste, c'est un côté comme si c'était une valeur qui est là et on la garde. Moi je préfère être un pragmatique réaliste et constructif pour donner aux gens une envie d'avenir. Et pour leur donner envie d'avenir, il faut leur décrire la société telle qu'elle est, avec ses violences, ses difficultés, ses déraillements, mais aussi leur montrer quelle société peut venir dans le futur. C'est ce que j'essaye de faire. Nous sommes là donc à l'Université Homme Entreprise. Le thème cette année, c'est la coopération. Alors, coopération-compétition, parce que c'est pas du tout antinomique finalement. Vous êtes un partisan du et qui rassemble, qui partage, plutôt que du ou qui sépare et qui divise. Comment concrètement, dans son entreprise, peut-on enclencher une vague positive, une vague de partage justement? Alors d'abord, vous avez raison de le rappeler, j'ai beaucoup écrit et j'ai beaucoup dit que la société du ou ne correspond plus à la complexité du monde dans lequel nous vivons. Nous entrons dans une ère de complémentarité où ça peut être et ceci et cela. Pas et ça et son contraire, mais quelque chose qui peut être complémentaire. D'où la coopération et la compétition, avec ce mot bien connu de coopétition, qui peut être à la fois une coopération compétitive, c'est-à-dire qu'on se respecte. La base, c'est les théories d'Axelrod, Robert Axelrod, le grand psychologue américain, le donnant-donnant, le win-win qu'il a pratiquement inventé, et qui montre qu'une entreprise peut coopérer avec une autre tout en étant compétitive, parce qu'on sait qu'on peut gagner tous les deux plus que si on était complètement opposés. Alors à l'intérieur de l'entreprise, c'est au chef d'entreprise de créer un climat, notamment avec les plus jeunes, qui ont toujours cette crainte de la hiérarchie, de montrer que l'on peut partager et qu'on peut gagner en partageant. Parce que le réflexe d'entreprise traditionnelle, c'est l'égoïsme, la peur qu'on vous pique votre idée, qu'on vous pique votre marché, qu'on vous pique votre clientèle. Et on reste enfermé. C'est ce que j'appelle dans ma conférence l'entreprise rigide par rapport à l'entreprise fluide. Et je crois que pour aller vers la fluidité, qui est intéressante pour tout le monde, il faut créer la coopétition et donc la confiance et le respect de l'autre. Et le fondement de la coopération, pour vous, du coup, serait plus la bienveillance? Non, c'est le partage, l'échange et la solidarité, avec un zeste de générosité, pas de bienveillance. Je répète, partage, échange, solidarité, générosité. Ça paraît intéressé, c'est toujours Axelrod, une forme d'altruisme intéressé. Je fais ça, mais j'ai quelque chose en retour. On a l'impression qu'en France, c'est particulièrement compliqué. Est-ce qu'il y a une spécificité française qui fait que finalement, on a beaucoup de mal à accepter le changement et à l'anticiper? Alors qu'à une époque, on pouvait peut-être y croire un peu plus. C'est une spécificité française qui est fondée sur l'élitisme dans les classes et dans les concours des écoles. C'est sortir parmi les premiers, être le meilleur, avoir le prix d'excellence. On n'ose pas poser des questions en classe, on a peur d'avoir l'air bête ou d'avoir l'échec vis-à-vis du professeur, l'un ou l'autre. Donc on ne pose pas de questions. Dans les pays anglo-saxons, on passe leur temps à poser des questions. Donc on a ce côté un peu renfermé sur soi et à se méfier de l'autre. Donc c'est typiquement français, pas seulement français, c'est assez latin. Et donc on a donc du mal à échanger avec les autres pour changer ensemble. Donc je dis échanger pour changer. On ne peut pas changer si on n'échange pas. Parce que d'échanger, ça permet de se comparer par rapport aux autres, de comparer son entreprise. Donc, avec l'échange et le partage, il y a le changement. Et j'ajouterai à ça, et j'en parle aussi beaucoup dans mon livre, et j'en vais en parler dans mon speech, dans ma conférence, c'est le risque. La prise de risque partagée. C'est-à-dire le principe d'attrition par rapport au principe de précaution. En gros, le principe de précaution, c'est tant qu'on ne sait pas, on ne fait rien, on arrête tout, et en général, ça vient du haut. Le principe d'attrition, c'est on ne sait pas, mais on y va quand même en prenant des risques calculés. Et je pense que le principe d'attrition doit être considéré comme aussi important que le principe de précaution.
Le surf, justement, donc évidemment, le surf et Joël de René, ça ne fait qu'un. Vous avez sorti le livre Surfer la vie il y a peu aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous avez une image extrêmement intéressante du surf, justement, le surf comme vision de la vie. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous parler de cette vision du surf comme métaphore de la vie qu'on mène? Le surf, c'est la fluidité, d'abord. C'est l'adaptation en temps réel à des conditions aléatoires, changeantes et chaotiques, une vague. Et c'est en même temps un des seuls sports au monde qui se pratique sur une surface qui se modifie sous la planche du surfeur. C'est comme la vie. La vie, c'est un flux, la vie, c'est une vague. Il faut se maintenir en équilibre, il faut trouver son équilibre, il faut s'adapter, il faut anticiper. Donc l'analogie entre le surfeur et nous dans notre vie, quand on surfe notre vie, est très importante. Et c'est cette métaphore que je vais adapter à l'entreprise, en parlant de l'entreprise fluide par rapport à l'entreprise rigide, et en expliquant comment on peut surfer sa vie dans l'entreprise, en ajoutant, c'est le titre de mon exposé, surfer la vie dans l'entreprise avec efficacité et empathie. Parce qu'il y a des valeurs qui s'attachent à ça. Il ne suffit pas de surfer. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est une succession d'oscillations, de déséquilibres aléatoires. L'important, c'est de savoir corriger les écarts à l'équilibre, comme le surfeur. Regardez, les gens disent, regardez ce type ou cette femme, il est en équilibre sur sa planche. Mais pas du tout. Le surfeur n'est jamais en équilibre. Il est constamment en déséquilibre, qui corrige à tout instant, par les muscles, par la tête, par les yeux, par l'information. Ça, c'est la vie. La vie est comme ça. Il faut être en déséquilibre contrôlé, mais savoir quelle est sa ligne, la ligne de son équilibre, de son entreprise ou de sa vie. Mais pas une ligne statique. Un équilibre statique, c'est la mort. Vous avez surfé cet été? Ah ben, j'en sors là. Vous en venez? Je dis hier. En fait, vous rentrez de vacances comme les 500 je ne rentre pas complètement de managers. vacances, je suis encore en télétravail. Ah d'accord. Donc c'est en mode encore Je télétravaille et je surfe. Mais ça veut dire que vous prenez jamais de vacances? Jamais. Mais je travaille tout le temps, mais c'est ma passion, mon travail. Mais je ne prends pas de vacances où je dis j'arrête tout. Ouais. Comme la retraite, on dit j'arrête tout. Je ne prendrai jamais de retraite, je ne sais même pas. Non, la retraite, vous connaissez pas. Je ne connais pas le mot. Ouais. Et donc mon travail, c'est ma vie, et c'est la vie de ma famille, c'est ma façon d'être. Je choisis mes loisirs, mon travail, ma famille, mes amis, en fonction de l'organisation du temps. Et tous ces outils modernes sont tellement extraordinaires qui nous permettent d'organiser notre temps, de télétravailler, et puis de revenir bien sûr au bureau pour toutes les réunions, voir les gens. Je suis revenu à Paris pendant tout l'été, plusieurs fois, un jour. Mais c'est peut-être ça qui manque justement, et Philippe Dessertine le soulignait ce matin justement à l'Université Homme Entreprise, le goût du travail, redonner l'envie. Mais c'est même pas le goût de travailler, c'est juste le plaisir de travailler. Le plaisir de travailler pour quelque chose. C'est-à-dire le sentiment du travail est un sentiment du travail pour un accomplissement personnel, bien entendu, pour donner du sens à sa vie, mais c'est aussi et surtout un accomplissement pour les autres. Le travail pour son pays, son entreprise, son pays, sa famille, ses amis, le monde. Une philosophie du monde associée à son travail, c'est ce qui est le plus extraordinaire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous qui sommes à la fois consultants, écrivains, professeurs, managers de la science. Tout est là autour de nous et je ne suis pas le seul, j'en connais plein qui sont comme ça. Et c'est un travail loisir et un loisir-travail. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est ça qu'il faut redonner. Il faut redonner le goût de ce loisir-travail, travail-loisir aux jeunes. Et avec les outils modernes, ça devient possible. Toute dernière question et après je vous libère, parce que c'est quand même une journée intense avec beaucoup de conférences et de tables rondes. Quels sont vos prochains projets? C'est mon prochain livre d'abord. Oui, alors j'y travaille déjà depuis 3 ans avant d'écrire Surfer la vie. C'est un livre assez ambitieux, un peu comme L'homme symbiotique et le macroscope. C'est-à-dire c'est un livre de philosophie du monde, philosophie de la vie. Et ce qui me passionne, c'est, je vais employer un mot très terre à terre, je vais dire la nature est économe de ses trucs. Elle utilise un truc, elle le réutilise après. Comme le disait François Jacob, la nature bricole. Elle prend un cadre de vélo et elle fait un truc avec. Et ce qui me fascine, c'est cette unité de la nature. Qu'on aille du nano au micro, du micro au méso, du méso au macro, et il y a les mêmes schémas et les mêmes principes en cours. Ça me fascine complètement. Et comme j'écris des bouquins parce que je suis fasciné, je ne suis pas sûr d'apporter toujours toutes les réponses, mais je les écris quand même. Une trace de plus. Merci beaucoup Joël de René.